Et dans le résumé de l'actualité de cette semaine, on va développer 4 thèmes. L'Iran, les élections au Niger, l'évacuation de la jungle de Calais. On va commencer avec le Brexit. Pour m'accompagner cette semaine, des habitués de ce plateau, Marc Semo, rédacteur en chef Monde à Libération. Merci d'être avec nous. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Laure Simos de Cartooning for Peace qui va nous apporter le regard des caricaturistes sur cette actualité chargée de cette semaine. Et Louis Magloire-Kemayou, président du Club de l'information africaine. Bonjour. Alors, le Brexit, tout d'abord, la campagne pour le référendum est clairement lancée. David Cameron est revenu de Bruxelles avec cet accord sur les spécificités britanniques et il a aujourd'hui le soutien de 200 patrons de la City qui imaginent que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait une catastrophe économique. Alors, je vous demande votre avis, est-ce que vraiment la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne serait une catastrophe? En partie, oui, probablement, mais... Bon, jusqu'ici, la Grande-Bretagne profitait d'un statut extraordinaire, à la fois dedans-dehors. Si, effectivement, la Grande-Bretagne devait quitter l'Union européenne, une Grande-Bretagne, par ailleurs, qui risquerait d'être réduite, puisque l'Écosse, qui est à fond pro-européenne, pourrait relancer le référendum d'indépendance, bon, évidemment, ça serait plus difficile. Mais je pense que le vrai problème est plutôt du côté européen, c'est-à-dire que la question du statut de la Grande-Bretagne n'est pas nouvelle, que ça pouvait être l'occasion d'institutionnaliser véritablement une Europe à deux vitesses, c'est-à-dire avec un noyau dur, pour faire simple, les pays de la zone euro ou ceux qui continuent à penser avoir vocation à les rejoindre d'un côté, et puis de l'autre des pays pour qui l'Europe n'est rien d'autre qu'un grand marché. Or là, on est resté dans une espèce de flou. On dit sans dire. On dit l'Europe n'est pas nécessairement une union toujours plus étroite. Sur l'euro, on dit, bon, il y a 9 pays qui ne font pas partie de la zone euro, mais en même temps, on ne dit plus ouvertement que tous ont vocation à terme à rejoindre l'euro. Donc on est dans un espèce de flou qui ne peut qu'encourager les surenchères d'autres pays, des surenchères au référendum, en prenant l'exemple britannique. Et une Europe à la carte. Voilà, une Europe à la carte. Et peut-être que là, les Européens ont gâché une grande occasion de clarification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, pour Paris et Berlin, l'axe fort de l'Union européenne, aujourd'hui, il vaudrait mieux que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne? Non, je pense que... Mais quel est un statut ? Moi, je pense que les deux modèles sont compatibles. L'Europe centrale et l'Europe à la carte. Ça peut très bien fonctionner. Je pense qu'il y a un clan, enfin, il y a un cœur de l'Europe aujourd'hui, c'est très clair, c'est Paris, Berlin, Rome, de nouveau, qui est un acteur avec un Premier ministre qui veut réformer. Donc il y a un cœur de l'Europe, il y a un cœur de la zone euro, il y a un cœur probablement pour un budget européen. Il y a cette machine qui est en place et on voit très bien vers quoi tire la France, sans oser le dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'air d'être trop proche de Angela et des Allemands, etc. Mais ça, c'est très clair. Par contre, le débat anglais est très, très intéressant, parce que pour eux, d'abord, c'est extrêmement intéressant, parce que ça va définir leur place dans l'histoire pour des années. Est-ce qu'ils sont européens ou est-ce que c'est une île qui est perdue au milieu de l'Atlantique et qui vit quand même sur un fantasme de puissance qui n'existe plus? Moi, je suis toujours frappé quand on va en Angleterre de voir les Anglais qui sont des gens extrêmement compétitifs, brillants, intelligents, etc. À Londres, tout le monde est rationnel en se disant nous, on a besoin de l'Europe parce qu'on est une ville européenne, parce qu'on est le centre de la finance, parce que c'est l'Europe. Et dès qu'on sort de l'Europe, il y a une espèce de mythe. Dès qu'on sort de Londres, il y a une espèce de mythe sur l'Empire, sur l'Angleterre, qu'elle serait capable de survivre à tous les problèmes qui lui seraient posés d'elle-même. Ce que tu disais sur la dislocation du Royaume-Uni, ça serait une catastrophe aussi sur le plan existentiel pour ce pays. Et dernier point, on leur ment aux Anglais. Il faut le dire, on leur ment aux électeurs anglais quand on leur dit qu'ils vont sortir de l'Europe. Ils ne vont pas sortir de l'Europe, puisque même s'ils sortent, il va falloir qu'ils négocient une tripotée d'accords pour pouvoir accéder au marché commun, sinon ils n'auront plus accès au marché commun. Ils vont se retrouver dans la position des Suisses et des Norvégiens à payer des contributions au budget sans pouvoir donner leur avis sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc forcément, s'ils sortent de l'Europe, c'est pour vraiment sortir. Or, ils sortiront jamais vraiment. Ils ont besoin du marché unique, ils ont besoin de vendre leurs produits, ils ont besoin que Londres reste la place qui trade le plus l'euro aujourd'hui au monde. Tout ça, c'est déjà là. Donc il y a une part de... Excusez-moi, après j'arrête. Je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de cinoches, il y a beaucoup de blabla dans cette histoire qui est très politique. La réalité, c'est que tout ça est une affaire interne, sauf que, comme on le sait en France, les référendums, on répond jamais à la question qui est posée. Donc là, on leur demande s'ils veulent rester dans l'Europe. Peut-être que les Anglais répondront autre chose sur une autre question.
Laure Simoes, ils disent quoi, les caricaturistes de ce Brexit à venir? Alors, je rappelle que le référendum, c'est le 23 juin, on a encore un petit peu de temps. Ça va vite, hein. Ben oui. Une série justement de dessins, a commencé par ce dessin d'un dessinateur cubain qui s'appelle Falco, qui a toujours, je ne sais pas si on le voit à l'écran, ça y est, qui synthétise de façon extrêmement minimaliste toujours là, le Brexit typiquement. Cet autre dessin de Marek, dessinateur belge flamand, la carte, que deviendra la carte de l'Europe sans la Grande-Bretagne? Alors moi j'ai une question un petit peu impertinente à poser. Est-ce que vous voyez une grande différence? Non, en effet. Disons que l'Irlande est un peu plus loin. Non, mais ça change pas. Ça change pas. Il y a une île coupée en deux. Oui, voilà, oui, dont une a disparu. Non, mais ça change pas vraiment le plan global. Hein. Non, petite impertinence au passage. Un autre dessin tordant de mix et remix. On sait que donc Cameron, après d'âpres négociations avec ses partenaires européens, a donc obtenu ce gain de cause avec ce statut spécial. Que lui reste-t-il à faire? Plus qu'à convaincre mes Anglais de rester avec ces losers. Tout est dit. Ceci dit, il faudra aussi qu'il contrôle l'incontrôlable maire de Londres, Boris Johnson, avec cette coupe blonde très très reconnaissable. On n'en a pas encore parlé. Il a pris Boris Johnson. Il s'est déclaré en faveur du Brexit. Voilà, en faveur du Brexit, alors qu'il est conservateur. On va en parler. Et qui tord donc au passage le cou du pauvre Cameron, comme on peut le voir sur ce dessin. Un autre dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge, très pédagogique et éclairant. Alors Vado représente Cameron comme un pompier pyromane qui tente d'éteindre la mèche qu'il a allumée. Plus le temps passe, plus je souffre de dédoublement de la personnalité. On voit bien que la mèche est là. Et puis, puisqu'on en est sur le divan de Freud, après les schizophrènes, ce dessin de Plantu paru dans Le Monde, dehors, dedans, comme on disait tout à l'heure, et puis Freud qui se morfond et qui dit « je peux plus », mais comment faites-vous pour supporter? C'est toute la question qui est posée. Comment l'Europe fait pour supporter les Anglais dedans, dehors? Juste un petit mot pour terminer sur ce sujet, le poids de Boris Johnson, le maire de Londres, qui a quand même tiré une balle dans le pied de David Cameron, sitôt rentré de Bruxelles. Une balle dans le pied de David Cameron. Alors c'est assez étonnant parce que justement, il est le maire de Londres, donc de la City. Donc cette position, d'une certaine façon, pourrait le mettre en porte-à-faux. C'est là qu'on voit aussi que finalement, un statut spécial pour la Grande-Bretagne débouchant même sur une sortie ne serait pas nécessairement catastrophique. Mais lui se positionne pour l'après, clairement, comme le futur Premier ministre. Ce qui n'est pas très rassurant. Trump, Boris... Ils ont en commun un peu la coiffure, d'ailleurs. Ouais, puis pas que la coiffure, le côté un peu... il n'y a pas de politique, il y a beaucoup d'ambition. Un mot sur le Brexit avant qu'on passe à la jungle de Calais? Déjà, l'Afrique a eu son Brexit avec le Maroc à un certain moment. Je pense que très souvent, on dit de l'Afrique qu'elle copie énormément sur l'Europe. Là, pour le coup, je pense qu'il y a matière à copier un peu parce que pendant très longtemps, et sur un territoire très disputé, qui est le Polisario, le Maroc a décidé de quitter l'Union africaine. Et là, depuis quelques années, elle renégocie son entrée. Elle a commencé par la porte économique, en entretenant de nombreux rapports économiques avec l'Afrique. Et maintenant, peut-être que sur le plan politique, elle va réaffirmer davantage. Mais pour revenir sur le sujet, la Grande-Bretagne, ces dernières années, avait donné l'impression d'être beaucoup plus atlantique que le reste de l'Europe. Et je pense que quoi qu'il arrive, il était important pour l'Europe de montrer des signes d'amour à la Grande-Bretagne. On se souvient de Madame Thatcher qui demandait qu'on lui rende son argent, « Give back my money ». Est-ce que c'est ce qui a semé les germes de ce que nous sommes en train de vivre? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une démarche qui consiste à défendre au mieux les intérêts de l'Europe et ça passe aussi par un certain nombre de vérités qui n'ont pas été dites ou suffisamment dites dans les années passées. On va passer à notre sujet suivant, la jungle de Calais. On vous en parlait dans le journal. Le tribunal administratif de Lille a confirmé l'évacuation de la partie sud de la jungle. Alors je vais peut-être poser une question qui paraît simple comme ça, mais qui doit donner un petit peu du fil à retordre quand même à ceux qui sont chargés de
d'essayer d'organiser en tout cas ce qui va se passer prochainement. À quoi ça sert d'évacuer la jungle de Calais ? D'abord, c'est une situation humanitaire insupportable et la France qui se gargarise d'être la nation des droits de l'homme en permanence et qui donne à ses concitoyens des leçons de droits de l'hommisme en permanence, on ne peut pas accepter cette situation où je ne parle même pas des adultes, il y a des images, des témoignages d'enfants dans ce cloaque, parce que c'est la réalité, qu'on ne peut plus tolérer. Alors, est-ce que l'État français a fait tout ce qu'il pouvait faire depuis 2 ans ou depuis 3 ans ? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des responsabilités à plusieurs niveaux ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, je ne comprends pas qu'un pays aussi puissant et aussi central que la France laisse cette situation s'éterniser. Petit rapport avec le Brexit. Si les Anglais étaient amenés à voter le Brexit, ce qui nous rendrait un immense service parce qu'on pourrait déplacer enfin cette fichue frontière de Calais vers Douvres et laisser passer les gens où il y a l'accord de oui, mais bon, je pense quand même qu'on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Donc pour le moment, on fait leurs frontières. Pour le moment, dernier point, moi, qui m'a choqué, c'est la décision belge. Alors ça, j'ai trouvé que c'était le pompon, la cerise et tout le reste. La décision belge de réinstaller des contrôles aux frontières parce qu'on allait démanteler Calais. La France avait déjà fait pareil. Non, mais d'accord. Mais nous, les gens qui sortent, c'est-à-dire on essaie de contrôler les types qui avaient massacré des gens dans Paris. Mais quand même des gens qui n'arrivent pas à contrôler leur propre territoire, qui ont laissé des gens dangereux se balader avec des kalachnikovs de chaque côté de la frontière, qui envoient ce message, je trouve, d'une... Oui, mais c'est une réalité. Ils ne vont pas disparaître avec l'évacuation du camp de Calais, ces migrants. Personnes, et on ferme la frontière. Il y a quelque chose dans le message qui est d'une violence en Europe en ce moment. Je pense que les gens devraient voir des images. Je pense qu'il faut montrer plus d'images. C'était réellement ma question. C'est-à-dire, concrètement, cette évacuation, elle s'accompagne de l'envoi de bus en disant, bon, on va déplacer ces gens à d'autres endroits dans des centres d'hébergement ailleurs, en dehors du Nord-Pas-de-Calais. Déjà, il faut que ce soit sur le volontariat et ce n'est pas dit que ces migrants aient la volonté de quitter le Nord-Pas-de-Calais puisque leur objectif c'est d'aller en Angleterre. Comment on va faire ? Ça sert à quoi ? C'est pour ça que c'est quelque chose de purement cosmétique. Alors effectivement, il y avait cette jungle de Calais qui était terrible, mais de fait, on ne résout rien comme ça. On va étaler le problème, d'où la décision tout à fait scandaleuse des Belges, mais quelque part compréhensible dans leur logique à eux, parce que la vraie question, ce ne sont pas des gens qui veulent venir en France. Ce sont des gens qui veulent aller à tout prix en Angleterre. C'est-à-dire, le vrai problème de tout ça qu'on ne dit pas, c'est pourquoi tous ces migrants ne cherchent qu'une seule chose, aller en Grande-Bretagne, à la rigueur aller en Allemagne, mais que finalement, ils veulent pas être en France. Malgré les propositions qu'on leur fait de déposer leur demande d'asile en France et de rester en France, ils ne veulent pas rester en France. Alors ça, on va peut-être l'expliquer à nos téléspectateurs qu'il y a des agents de l'État, des agents de l'État français qui sillonnent tous les jours la jungle pour proposer des demandes d'asile en France et que ces gens refusent. Voilà. Donc la vraie question, c'est de nous interroger, nous, sur pourquoi aujourd'hui la France, pour des migrants, est devenue à ce point peu attirante. Alors, en partie, c'est la langue. En partie, c'est la langue. En partie, c'est les communautés de la famille d'immigration. De l'autre côté. Mais par exemple, contrairement à ce que raconte le Front National et d'autres, ces migrants ne viennent pas en France pour les prestations sociales. Au contraire, ils veulent travailler, y compris au noir, etc., etc. C'est le non-dynamisme, la non-souplesse de l'économie française, la difficulté d'être embauché, etc., qui fait que ces gens veulent à tout prix partir de France. Et juste un dernier point. À propos du Brexit, alors effectivement, ça va être très compliqué, parce que l'accord est un accord bilatéral, qui est, dans le cadre de l'Union européenne, mais c'est un accord bilatéral, qui était, je crois, de 2003, à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Où, effectivement, ce sont les Français qui gardent sur le sol français la frontière, et de l'autre côté... dans l'autre sens, il y a la frontière française est en Grande-Bretagne, mais personne ne vient dans ce sens-là. Le camp de Sangatte, il avait été fermé lorsqu'on était arrivé à 2000 migrants et que c'était devenu ingérable parce qu'il était surpeuplé. Il y avait 4 fois la concentration possible, maximale de gens dans ce camp de Sangatte. Derrière, il y a eu la jungle de Calais. Là, la jungle de Calais, c'est 6000 personnes. On va déménager une partie du camp qui compte plus de 1000 personnes. À quoi on peut s'attendre là prochainement ? Alors avant il y a Sangatte, après il y a la jungle, après il y a quoi ? Non, après il y a les élections. C'est surtout cela, parce que on nous dit aujourd'hui. C'est dur comme réponse. Non, mais très concrètement, on en est là. La réponse, elle n'est pas économique. C'est pas une réponse sur laquelle on va dans le fond du problème pour dire on a trouvé la solution. C'est de la communication. On est en plein dans la communication politique et qu'on le veuille ou pas, c'est cela. Et c'est un prolongement du Brexit d'ailleurs. Les Britanniques, quand ils veulent en sortir de l'Union européenne, c'est pas que par rapport aux migrants. C'est qu'en Grande-Bretagne, aujourd'hui, à Londres en particulier, vous avez beaucoup d'Européens qui viennent travailler et qui ne sont pas britanniques forcément. Donc toute cette question revient. Et je voudrais juste faire un parallèle, encore une fois, avec l'Afrique. C'est que quand l'Europe se plaint d'avoir
mettons, 100 000 réfugiés qui se bousculent à ses portes. Imaginez une seule seconde la situation pour des pays en conflit sur la plupart des zones africaines, que ce soit la Libye, que ce soit la République centrafricaine, le Tchad ou d'autres pays encore. La pression démographique n'est pas celle de Calais, ce n'est pas 2000 personnes, c'est des milliers de personnes qui viennent se bousculer aux portes de pays, eux-mêmes déjà très fragiles, en situation économique pas très favorable et qui doivent accueillir ce type de misère. On n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde, mais ces pays accueillent toute la misère de leurs voisins. Et donc, quand on a une France qui ne peut pas le faire, et qui aujourd'hui nous explique très clairement qu'elle va faire la politique de l'autruche en envoyant ceux de Calais, peut-être à Marseille ou ailleurs à Paris, on comprend très bien qu'il ne s'agit pas que d'enjeux électoraux et que nos élus devraient finalement prendre la situation beaucoup plus au sérieux qu'ils n'en donnent l'impression aujourd'hui. Merci beaucoup Lou Maglar Kemayou. On va continuer la semaine dans le monde, mais c'est tout de suite après cette courte pause.